Et aujourd'hui, on a eu le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Il est sorti en disant qu'il allait punir les personnes qui ont participé, qui ont fait partie de l'assassinat du guide suprême de l'Iran et du peuple iranien. Je pense que dans le cas de Netanyahou, quand on parle d'assassinat ou de choses de ce genre, il ne voit pas toute la stratégie de l'Iran. Scott, ce n'est pas basé sur l'assassinat de personnes. Et ce n'est pas seulement à propos de l'Iran. Tous les actes de résistance, regardez leur comportement, sont en fait plus stratégiques que simplement se concentrer sur l'élimination de gens. En réalité, ils se battent. Regardez les cibles pendant la guerre. Ils n'attaquaient pas les civils. Ils n'essayaient même pas d'assassiner Benjamin Netanyahou. C'était au-delà de ça. Il faut détruire les outils, les moyens qu'ils peuvent utiliser contre vous. Je ne dis pas le contraire. Je demande juste d'où ils sortent l'Iran. Écoutez, l'Iran a gagné la guerre, mais ils sont en train de perdre la paix. D'accord? Qu'on soit bien clair là-dessus. L'Iran ne gagne pas en ce moment. Chaque jour que cette farce stupide continue, l'Iran s'affaiblit encore et encore parce qu'ils perdent leur influence. À un moment donné, les États-Unis vont se relancer. Vous savez qui peut rejouer cette partie encore et encore, sans fin? Les États-Unis. Et vous savez qui ne peut pas le faire? L'Iran. L'Iran a gagné la guerre. Je leur reconnais totalement ce mérite. Mais ils sont en train de perdre la paix, maintenant. Et l'une des raisons, c'est qu'ils doivent comprendre qu'en Israël et aux États-Unis, on a des cultes de la personnalité. C'est un peu un conseil d'initié pour les Iraniens. On a tendance à projeter sur nos ennemis notre propre manière de penser. Donc, quand on dit « Ah, si on tue le guide suprême, tout le système s'effondre », c'est parce qu'on sait très bien que si nous perdons notre propre guide suprême, le narcissique en chef, ou Bibi, le chien enragé Netanyahou, notre système s'effondrerait aussi. Alors un petit conseil pour l'Iran, tuez Bibi Netanyahou et Israël plongera dans la guerre civile. Je ne plaiderai jamais pour l'assassinat d'un président américain, donc n'essayez même pas, parce que les conséquences seraient catastrophiques. Mais regardez bien ce qui se passera quand le président subira une assassination politique en novembre. Regardez ce qui arrivera à l'Amérique. Encore une fois, je ne prône absolument pas la violence physique contre le président des États-Unis. Jamais je ne ferai ça. Je crois aux réponses prévues par la Constitution. Et la réponse constitutionnelle face à un homme incompétent comme celui-ci, c'est de le sanctionner le jour de l'élection. La façon de punir Donald Trump, c'est de faire en sorte que la Chambre des représentants soit dirigée par le député Hakeem Jeffries, qui pourra lancer la procédure de destitution encore et encore. Normalement, je ne soutiendrai pas ça, mais cette fois, oui, tout à fait. Mais il faut aussi que le Sénat passe sous le contrôle de Chuck Schumer. Et là, on pourra condamner. C'est comme ça qu'on punit Donald Trump. Assassinat politique. La destruction de la marque Trump. La destruction de l'image Trump. Et c'est le prix que cet homme doit payer pour les crimes qu'il a commis. Des crimes contre l'humanité, contre le peuple américain, contre l'idée même de la République constitutionnelle. Il est en train, à lui seul, de tuer cette République. On va bientôt fêter le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Et cet homme va tout gâcher. Ce devrait être une célébration solennelle de l'un des plus grands textes jamais écrits. Ça va juste devenir une fête à la gloire de ce bouffon obèse à la face orange. Franchement, personne n'en a rien à faire de cet homme. Je veux qu'il disparaisse des pages de l'histoire. Je veux qu'on le traite comme Rome a traité Carthage. Je veux que chaque monument à la gloire de Donald Trump soit réduit en poussière. Je veux qu'on sème du sel sur le champ du nom de la famille Trump. Je veux être sûr que ce nom ne repousse jamais. Voilà les dégâts que cet homme a causés à ce pays. Ce n'est pas juste une honte politique.
Il est en train de détruire le pays que j'ai juré de défendre au péril de ma vie. Il le détruit. Et maintenant, nous, le peuple, on le laisse faire. Et on ne cède pas en élisant les démocrates, parce qu'il faut bien comprendre qu'on remplace juste un chien enragé par un autre chien enragé. Les démocrates ne vont pas arriver en disant « préservons la Constitution ». Ils vont arriver en disant « comment se venger de cet homme et de ceux qui l'ont soutenu ». Et là, on retombe dans un cycle sanglant de lutte politique interne qui pourrait même empirer. On ne le souhaite pas, bien sûr. Mais non, l'Iran doit comprendre, encore une fois, du point de vue iranien. Laissons Donald Trump être Donald Trump pour l'instant, parce qu'il va mourir en novembre. Mourir politiquement. Et là, vous aurez gagné. À ce moment-là, vous aurez gagné. Vous l'aurez vaincu parce que le système s'effondrera sur lui-même. Ensuite, eh bien, il faudra le tuer physiquement. C'est tout. Il doit mourir. Peut-être qu'il mourra bientôt d'un cancer, sinon il devra être tué. Sinon, il va juste rester là. C'est un parasite cancéreux qui pourrit de l'intérieur et qui ne veut qu'une chose, la guerre, la guerre, la guerre, encore et encore. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il connaît. C'est la seule chose qui le maintient en vie. Netanyahou n'a jamais, pas une seule fois, présenté une vision réaliste de la paix. Il ne croit pas à la paix. Il croit à l'expansion du Grand Israël, ce qui veut dire conquête, 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 une guerre permanente. Ce n'est pas une question de système. Ce n'est pas une question du système israélien. Netanyahou, c'est le système israélien. Il est là depuis bien trop longtemps. Il a perverti toute l'idée de ce qu'était autrefois l'État d'Israël. Il fut un temps où ils avaient un premier ministre qui s'appelait Yitzhak Rabin. Ce n'était pas parfait, mais au moins il a essayé de promouvoir la paix. Netanyahou, c'est l'homme qui l'a assassiné. Et les autres ont encouragé, tu vois, des rabbins d'extrême droite, fanatiques, citant les écritures talmudiques, à présenter Yitzhak Rabin comme un juif qu'on pouvait tuer. Et un fanatique orthodoxe d'extrême droite a tué Yitzhak Rabin. Et ce faisant, il a tué Israël. Un fou qui a bâti un véritable culte de la personnalité. Israël n'est plus rien d'autre que le culte de la personnalité de Bibi Netanyahou. Le problème Trump sera réglé en novembre. Le problème Bibi Netanyahou, lui, devra être réglé autrement. Pensez-vous qu'avec la situation actuelle, lors de la prochaine élection, les gens issus de l'administration Trump, comme J.D. Vance ou Marco Rubio, aient une chance de gagner la prochaine présidentielle? Non. Ils se sont ralliés à un perdant, à un fou. Je veux dire, il y a toujours une chance. Parce que les démocrates, s'ils trouvent un moyen de tout gâcher, ils le feront. Mais bon, les démocrates auront 2 ans pour tout détruire. Rappelez-vous, Marco Rubio a commis des crimes, J.D. Vance a commis des crimes. Donc, eux aussi devraient être destitués. Leur nom devrait être traîné dans la boue. Et si on peut obtenir une condamnation, ce serait parfait. Je ne pense pas qu'ils s'en sortent. Et je pense que les démocrates vont reprendre le pouvoir en 2028. Ensuite, ils gâcheront tout en Amérique. On est clairement sur la mauvaise voie. On ne se dirige pas vers une renaissance, tu sais, de la République constitutionnelle. On revient plutôt à une situation où on va remplacer un culte de la personnalité par un autre. Aucun homme politique américain, à ce stade, n'a le courage d'un George Washington pour dire non à la foule. Ce qu'il faut maintenant, c'est un rejet total de l'exécutif unilatéral, de cette idée que la présidence serait investie par la Constitution de pouvoir absolu. La Cour suprême semble aller dans ce sens parce que, pour la plupart, ce sont des personnes nommées par Donald Trump et beaucoup d'entre eux le soutiennent. On a d'ailleurs vu récemment quelques décisions assez révélatrices. Mais ce qu'il nous faut, c'est un président, par exemple, qui se réfère à la loi sur les pouvoirs de guerre
et qui disent au Congrès que cette loi est inconstitutionnelle, que ses responsabilités appartiennent au Congrès, pas au président, et que le président rejette la manière dont jusqu'ici les choses ont été faites. Franchement, si on trouve un président comme ça, ce pays peut être sauvé. Si on trouve un président qui oblige le Congrès à faire son travail, ce serait incroyable. Si on trouve un président capable de rétablir un équilibre dans le système judiciaire, une Cour suprême qui ne soit pas trop politisée, un président qui n'aurait pas peur de nommer quelqu'un du parti opposé simplement parce qu'il est un meilleur spécialiste de la Constitution que celui de son propre camp. Un président qui se fiche des résultats politiques, mais qui se soucie de l'état de droit, de la Constitution. Trouvez-moi un président comme ça, et ce pays peut être sauvé. Mais pour l'instant, une telle personne n'existe pas. Il y a des gens qui sont pessimistes à propos des États-Unis. Ils disent que, peu importe à quel point le peuple américain est opposé à Israël et aux sionistes, tout le système politique américain est sous la coupe des sionistes aux États-Unis. Mais les sondages récents et les dernières primaires montrent clairement que même avec l'AIPAC derrière certains candidats, ils ne peuvent plus gagner aussi facilement. D'ailleurs, 2 d'entre eux ont été battus. Les 2 nouveaux candidats qui l'emportent face à l'AIPAC qualifiaient ce qui se passait de génocide en 2023, 2024, et ils s'opposaient à ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Et aujourd'hui, ils sont en train de gagner. Ils sont sur la voie de la victoire et devraient entrer au Congrès en 2026. Pensez-vous qu'un tel changement pourrait transformer les choses? C'est progressif, petit à petit. Ce n'est pas énorme. Le mur ne s'effondre pas d'un coup, mais on voit apparaître des fissures dans le mur. Et à mon avis, c'est quelque chose de sérieux. Oui, c'est vrai. Mais on voit aussi, AIPAC peut injecter 30 millions de dollars dans une campagne au Kentucky et faire tomber Thomas Massie. C'est un jeu de riposte, coup pour coup. Mais ça ne devrait pas être un jeu. Il s'agit de l'éradication totale, de la suppression complète de toute idée de légitimité pour un lobby pro-israélien. Ce n'est pas une question de gagner des batailles politiques. C'est une question de redéfinir la manière dont l'Amérique se définit elle-même. Il faut qu'on arrête de se battre, qu'on arrête de jouer sur les mots. Être contre Israël, c'est pas être antisémite. C'est simplement être contre un État génocidaire et belliciste. Et le peuple américain doit en prendre conscience. Israël n'est pas un allié des États-Unis. Ce n'est pas un ami de l'Amérique. C'est un ennemi depuis le premier jour. Leur rôle, c'est de nous espionner, de voler nos secrets et de nous utiliser politiquement pour qu'on continue à les renforcer. C'est un parasite qui s'est accroché à son hôte. Et quand le public américain atteindra ce niveau de lucidité, là, on aura une vraie chance. Si on réduit tout ça à un simple jeu politique autour de l'argent, ce sera du genre. Parfois on gagne, parfois on perd. Parce qu'encore une fois, oui, ils ont battu le candidat soutenu par l'AIPAC cette fois-ci. Mais maintenant, ils doivent gouverner. Et les gens oublient souvent que ce n'est pas si difficile que ça de défier un sortant et de remporter un siège. Le vrai défi, il commence une fois qu'on est en poste. Dès qu'on décroche le téléphone pour lever des fonds, ce qu'il faut faire dès le premier jour, on se retrouve face à une machine bien rodée. Et on va passer énormément de temps à ça. Et puis, ce qui va se passer aussi, c'est que tu vas te retrouver face à une primaire. Autrement dit, dans 2 ans, tu seras épuisé. Donc tu commences déjà un nouveau combat juste après avoir gagné. Peu de gens peuvent tenir le coup dans ces conditions. L'AIPAC joue à ce jeu-là depuis très longtemps. Tant que l'AIPAC garde cette apparence de légitimité, je pense qu'ils rendront très difficile toute tentative de les écarter du Congrès. Le peuple américain doit simplement se réveiller et appeler les choses par leur nom. Israël est un ennemi des États-Unis. Et toute entité qui soutient Israël n'est pas seulement un agent d'un gouvernement étranger,
mais d'un gouvernement hostile. Et nous devons traiter l'AIPAC comme nous traiterions n'importe quel pays ouvertement hostile aux États-Unis. Oui, ils le sont. Il faut les traquer, les éradiquer, les emprisonner, les poursuivre. Il devrait être illégal aujourd'hui d'être un sympathisant de l'État d'Israël, parce qu'Israël n'est pas seulement antisémite et génocidaire. Ils sont aussi anti-américains, clairement anti-américains. C'est la principale menace en matière de renseignement pour les États-Unis. C'est incroyable que la communauté du renseignement le reconnaisse. Et pourtant, le Congrès continue d'agir comme si Israël était notre ami. Israël n'est pas notre ami. Les Iraniens sont plus amicaux envers nous qu'Israël, parce qu'au moins l'Iran veut vraiment la paix avec les États-Unis. Israël, non. Israël veut un état de guerre permanent, et ils veulent que des jeunes Américains meurent pour eux. Pensez-vous que l'administration Trump se laisse convaincre par les Européens et par ses lobbyistes ukrainiens aux États-Unis que l'Ukraine serait en train de changer la donne et de prendre une certaine avance sur la Russie? C'est le ton qu'on entend du côté de l'administration Trump, pas seulement de Donald Trump lui-même, mais aussi de Marco Rubio et d'autres hauts responsables à Washington. Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça vient? La guerre de l'information. Franchement, c'est de la propagande pure et simple. Toute cette campagne de drones menée par les Ukrainiens, c'est une campagne entièrement guidée par la propagande. Oui, il cause quelques désagréments à la Russie, il lui inflige une légère douleur, mais personne ne parle de ce qui se passe vraiment. Parce que pendant que l'Ukraine envoie 2 drones FPV sur Volgograd, la Russie, elle, détruit des usines entières. Pendant qu'ils font exploser quelques stations-service, la Russie démantèle toute l'infrastructure pétrolière dans le sud de l'Ukraine pour que l'armée ukrainienne ne puisse plus fonctionner, ne puisse plus survivre. La Russie est en train d'anéantir l'armée ukrainienne. Toutes ces opérations de drones, qui avaient connu un certain succès en juin, eh bien, devinez quoi, les gars? Pendant que les Ukrainiens s'amusent avec leurs petits jeux de drones, qu'ils attaquent des civils, qu'ils commettent des actes de terrorisme et qu'ils causent des désagréments, les Russes, eux, faisaient de la surveillance et observaient les habitudes de vie. Et de temps en temps, les Ukrainiens font une erreur, comme ça arrive forcément avec le temps. Vous savez, le type bien caché, qui a réussi à rester invisible, il boit à sa gourde, puis il la jette dans la poubelle où il est censé la mettre. Mais il la lance, elle rebondit sur le couvercle, roule sous une branche, et là, soudain, un drone russe repère. Gourde repérée. Et aussitôt, les Russes se mettent en position et tirent. Et puis, tout à coup, 3 bombes Fab 500 tombent sur le site et tuent tout le monde à l'intérieur. Ils sont tous morts maintenant. Et ça se répète encore et encore. Les Ukrainiens perdent des gens à un rythme incroyable. Ils n'arrivent pas à tenir cette guerre des drones. Oui, ils reçoivent beaucoup de drones, mais ils en perdent énormément aussi. La plupart sont abattus par les Russes. Et maintenant, les sites d'assemblage de drones sont repérés. Les Russes disent qu'ils comprennent comment ça fonctionne et ils les détruisent. Les Ukrainiens vont recevoir encore plus de soutien et ça pourrait provoquer une réaction russe contre l'Europe. Mais au fond, le problème, c'est que les États-Unis se mentent à eux-mêmes. Marco Rubio est un idiot. Il ne sait rien de ce qui se passe sur le terrain. Il ne reçoit pas de vrais renseignements. La communauté du renseignement ne sait pas dire la vérité. Comment la CIA pourrait-elle dire la vérité sur un projet dans lequel elle est profondément impliquée? La CIA ne peut pas admettre qu'elle a échoué, parce qu'elle a besoin que ce projet continue. Alors, elle exagérera toujours ses capacités. Elle exagérera toujours le potentiel. Elle ne dira jamais la vérité sur la réalité, pas avant qu'il soit trop tard. On a déjà vu ça au Vietnam, au cas où certains ne comprendraient pas.
Tu vois, Scott, tu dis juste les choses comme elles sont. Ce sont des schémas qui se répètent. C'est comme ça que la vie fonctionne, les gars. Les schémas se répètent. Allez vérifier par vous-même, vous savez. Go look up, Sam Adams, CIA analyst. Sam Adams, analyste à la CIA, faisait les évaluations des effectifs ennemis. Et regardez comment les États-Unis ont carrément menti sur le nombre de victimes. On a exagéré les pertes ennemies parce qu'on se mentait à nous-mêmes. Et on l'a fait en toute connaissance de cause. Ils le savaient. Tout le monde le savait. Mais une fois qu'on entre dans un schéma de mensonge, c'est de la politique. La politique, ce n'est pas dire la vérité. La politique, c'est obtenir un résultat politique à l'intérieur du pays. Alors on trompe le peuple américain aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que le mensonge ne tienne plus. Et là, tout s'effondre. C'est ce qui s'est passé au Vietnam. Et c'est ce qui va se passer ici. L'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. L'Ukraine ne gagnera pas cette guerre. L'Ukraine est en train de la perdre. Et peu importe combien de chabots bien financés et pilotés par l'intelligence artificielle inondent les réseaux sociaux, ça ne changera rien à cette réalité. Les soldats ukrainiens se font massacrer en approchant de Sloviansk. Massacrer. Et quand la dernière ligne de défense urbaine tombera, il n'y aura plus rien derrière. Cette guerre va continuer, encore et encore. Et la Russie continuera de gagner, encore et encore. Vous pouvez la prolonger. Si vous voulez tuer, si vous voulez vous battre jusqu'au dernier Ukrainien, eh bien, c'est ce qui va se passer. Je pense que la Russie en a fini avec l'idée de paix. Toutes les concessions qu'ils ont faites en Alaska, c'est fini. Marco Rubio a dit que c'était fini. Ah bon, il n'y a pas eu de concessions? Si, il y en a eu, Marco. Tu mens. Vous voyez, l'administration Trump est incapable de dire la vérité sur quoi que ce soit. Rien du tout. Ils mentent, tout simplement. Ils fabriquent des mensonges. C'est comme si Joseph Goebbels vivait aujourd'hui aux États-Unis. Il suffit de répéter le mensonge encore et les gens finissent par y croire. Et c'est ça, le mode de fonctionnement américain. Nous sommes incapables de dire la vérité. Nous, le gouvernement des États-Unis, incapables de dire la vérité. Alors on se trompe nous-mêmes. On trompe le peuple américain. Et ce qui se passe en ce moment à propos de l'Ukraine, c'est une énorme opération de désinformation. Mais vous savez qui n'y croit pas une seconde? Les Russes. Les Russes, ils n'en ont strictement rien à faire de Gilbert Doctorow. Moi, j'ai parlé à un chauffeur de taxi. J'ai dîné avec une bande de vieux de 80 ans qui me racontent que les jours de Vladimir Poutine sont comptés et je reviens tout juste de Russie. Je parle à des gens très différents de ceux que fréquente Gilbert Doctorow. Moi, j'étais sur la ligne de front. La dernière fois que Jill y est allé, c'était quand? Jamais. Alors oui, bien sûr qu'il y a de la frustration en Russie. Évidemment qu'il y en a. Et oui, il y a certains qui disent que la Russie devrait attaquer, bombarder, frapper, voire utiliser l'arme nucléaire. Bien sûr. Mais ce n'est pas eux qui gouvernent la Russie. Vous savez qui gouverne la Russie? Un président avec un niveau de soutien populaire sans précédent. Oui, un soutien sans précédent. Certains disent « Ah, le soutien s'effondre. Il est passé de 81 à 78%. » Franchement, je ne pense pas qu'il existe un seul homme politique américain qui dirait « Mon Dieu, je n'ai plus que 78%. La situation est catastrophique. » Non, ça va plutôt bien. Ça ne veut pas dire que Poutine n'est pas inquiet. Bien sûr qu'il l'est. Il s'inquiète pour la Russie et il comprend, vous savez, la trajectoire du pays. Mais quand il a pris la parole au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, il a été très clair dès son introduction, qui d'ailleurs ne parlait pas du tout de l'Ukraine, pour dire que le conflit en Ukraine ne définira pas l'avenir de la Russie. L'avenir de la Russie, selon lui, va se jouer sur la croissance économique, la stabilité, l'investissement, le climat, ce genre de choses.
Mais ensuite, pendant la séance de questions-réponses, il a bien insisté pour que tout le monde comprenne que cette guerre ne peut se terminer que d'une seule façon, par une victoire russe qui atteigne les objectifs fixés par la Russie. Et on voit bien que la Russie est en train de redéfinir ses objectifs. Pour la première fois, on commence à entrevoir quelles concessions la Russie avait mises sur la table à Anchorage. Vous savez, à ce moment-là, il parlait de la libération totale du Donbass, et puis tout à coup, de la Novorossia. Ce qui est intéressant avec le terme Novorossia, c'est qu'il peut être interprété de plein de façons, y compris en y intégrant Odessa. Donc en gros, l'Ukraine a fini par se parler à elle-même jusqu'à disparaître. Cette guerre se terminera quand l'Ukraine cessera d'exister. Et si c'est ce que l'Occident veut, eh bien ce sera ce que l'Occident aura. S'ils veulent que ça continue jusqu'à ce que l'Europe n'existe plus, je pense que la Russie a aussi un plan pour ça. Mais tout ce que vous lisez, c'est de la pure propagande. C'est n'importe quoi. C'est comme quand les États-Unis ont essayé de faire croire à tout le monde qu'on avait gagné la guerre en Irak. Ce n'est pas vrai. Et maintenant, on essaie de faire croire que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Ce n'est pas le cas. Quel est, selon les Russes, le calendrier de la guerre? Comment perçoivent-ils la durée du conflit? Il n'y a pas de calendrier, mais smala. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un calendrier? C'est pour ça que je vous pose la question. Parce qu'en fait, tout le débat en Occident tourne autour du calendrier. Mais il n'y a pas de calendrier. C'est une construction occidentale. Aucun responsable russe. Pas un seul. Ni Lavrov, ni Poutine, ni aucun autre. N'a jamais dit « Mon Dieu, on doit respecter un calendrier. Il faut absolument atteindre tel objectif à telle date. » Il ne fonctionne pas selon un calendrier. C'est une invention de l'Occident. On l'a inventé parce que c'est la seule façon de fabriquer un récit qui dit que la Russie est en train de perdre, en créant artificiellement des échéances qui, en réalité, n'arrivent jamais au moment prévu. Ça remonte au tout début du conflit, quand des analystes comme moi disaient que la guerre serait terminée en une semaine. Je me suis trompé. Ce n'était pas une guerre, c'était une opération militaire spéciale. Je ne l'ai compris que plus tard. Une fois que j'ai compris, tu vois là, tout s'est éclairé. Mais je n'étais pas le seul à m'être fait avoir. Le chef d'état-major interarmé s'est fait avoir. Le directeur de la CIA aussi. Tout le monde s'est fait avoir. Il n'y a pas une seule personne, pas un seul type qui puisse dire « Moi, je savais que cette guerre allait s'éterniser encore et encore ». Même Zelensky ne le savait pas. Il suppliait, tu vois, pour que Poutine ne l'assassine pas. C'est dire à quel point il manquait de confiance. Mais les Russes ne jouaient pas à ce jeu-là. Et c'est là la grande erreur d'analyse que tout le monde a commise. On pensait que la Russie partait en guerre. En réalité, la Russie ne partait pas en guerre. Si on avait étudié la Russie d'un peu plus près, on s'en serait rendu compte, parce qu'elle n'avait tout simplement pas rassemblé les effectifs nécessaires pour gagner une guerre. La Russie n'avait pas fait les préparatifs économiques nécessaires pour soutenir une guerre. Elle s'engageait dans une opération militaire spéciale, très rapide, conçue pour pousser l'Ukraine à revenir à la table des négociations. Et sur ce point, la Russie a réussi. En 6 jours à peine après le début de l'opération, l'Ukraine est entrée en négociation à Gomel, en Biélorussie. Ces discussions ont ensuite été transférées en Turquie. Et vers la mi-mars, fin mars, on avait le communiqué d'Istanbul, un plan de paix presque finalisé. La Russie gagne, la Russie gagne, la Russie gagne, parce que c'est tout ce que la Russie voulait. Puis l'Occident est intervenu et tout a changé. Vous vous souvenez quand j'ai eu des ennuis pour avoir dit que c'était un événement qui changeait complètement la donne. Vous vous souvenez de mon ami Larry Johnson qui disait que je fumais n'importe quoi? Non, c'était un événement qui a tout changé. Désolé, mais c'est comme ça.
Le jeu change quand les règles changent, quand les conditions changent. Si vous avez un quarterback qui joue, qui se blesse et que vous le remplacez par Tom Brady, le jeu a changé. Vous avez maintenant un autre quarterback capable de lancer des passes longues, de bouger, de manœuvrer. C'est comme ça, tout simplement. Ensuite, la Russie change à nouveau la donne et on continue encore et encore. Donc ce dont on parle ici, ce ne sont pas des choses dictées par le calendrier, mais par des objectifs. La Russie a des objectifs et la Russie atteindra ses objectifs. C'est comme ça que cette guerre se mène. La Russie mène une guerre stratégique d'usure, non seulement contre l'Ukraine, où aujourd'hui on leur demande littéralement de vider la base de données génétiques d'un pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants, mais aussi contre la capacité industrielle de l'Europe. En clair, la Russie mène une guerre d'usure contre une économie européenne qui la dépasse largement. Je veux dire, selon la façon dont on calcule, l'économie russe pèse entre 3 et 5 000 milliards de dollars. L'Europe, elle, en pèse 15 000 milliards. Alors, comment les battre? Avec le temps. Il faut les user, encore et encore. Les user jusqu'à l'épuisement. Et c'est exactement ce que fait la Russie. Elle les use. Elle est en train de gagner sur tous les fronts. Mais ce n'est pas une guerre dictée par le calendrier. C'est l'Occident qui joue à ce jeu, en essayant encore une fois d'inventer l'idée que la Russie échoue. Et ce faisant, ils ne voient pas pourquoi, en réalité, la Russie est en train de gagner. Et ils ne voient pas non plus le danger qu'il y a à pousser la Russie jusqu'au point où le modèle de guerre d'usure ne fonctionne plus. Parce que, quand ce moment arrivera, la Russie fera la guerre. Et aujourd'hui, la Russie est prête à mener une guerre d'une manière dont l'Europe n'a même pas la moindre idée. L'Europe ne sait pas faire la guerre. Malgré tout ce qu'on entend, elle n'a pas d'armée. Elle n'a rien. C'est littéralement un tigre de papier. Alors, quel jeu est arrivé sur un plateau en Europe? Quel qu'il soit, il s'appelle l'Europe perd. C'est ça, le nom du jeu. L'Europe perd. Et si l'Amérique veut monter à bord, l'Amérique perdra aussi. Peut-être que la Russie perdra, elle aussi. Si c'est une guerre nucléaire, tout le monde perd. Mais vous savez, l'idée que la Russie va laisser l'Ukraine, soutenue par l'Occident collectif, l'épuiser sans qu'aucune conséquence ne retombe sur l'Europe, c'est complètement absurde.